Et si la personne que vous avez aidée en silence détenait un jour le pouvoir de changer votre destin? Jusqu'où une promesse d'enfant peut-elle survivre au temps et à l'oubli? Un garçon pauvre a promis, « Je te rembourserai quand je serai riche ». Nicolas Fournier venait de perdre ses parents, affamé et sans endroit où aller. Marie-Thérèse Fournier l'a recueilli et nourri malgré ce que disaient les voisins. 20 ans plus tard, son geste de bonté est revenu quand elle s'y attendait le moins et a tout changé. Avant de continuer, si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous aimerions que vous appuyiez sur le bouton d'abonnement. Elle s'éclaircit la gorge, votre soutien compte énormément pour nous et nous aide à vous offrir des histoires encore plus fortes. Maintenant, commençons. Le mas se trouvait à l'extrémité de la commune, là où les routes pavées cédaient la place aux chemins de terre. Il n'était ni grand ni impressionnant, juste assez de terre pour occuper une femme du lever au coucher du soleil. Marie-Thérèse Fournier y travaillait seule depuis des années. Les clôtures penchaient, le toit de la remise s'affaissait. Pourtant, les rangs restaient droits et la terre demeurait vivante parce qu'elle refusait de la laisser mourir. Un après-midi, alors qu'elle tirait un seau de la pompe, elle remarqua un mouvement près des arbres, pas des animaux, trop lent, trop hésitant. Elle posa le seau et attendit. Un garçon sortit, pas plus de 10 ans, les bras maigres pendants, la chemise raide de sueur séchée. Ses chaussures étaient fendues sur les côtés. Il ne s'enfuit pas quand il la vit. Il resta simplement là, les yeux fuyants, comme s'il s'attendait à être pourchassé. « Que fais-tu sur mon terrain » demanda Madame Marie-Thérèse. « Je ne vole pas, dit-il vite. Je me suis juste perdu. » Elle l'étudia. De la terre sous les ongles, les lèvres pâles. La faim se montrait par de petits signes quand on l'avait assez vu. « Comment t'appelles-tu » ? « Nicolas. »« D'où viens-tu » ? Il montra la route derrière lui. « N'importe où sauf là-bas. » Elle n'insista pas. Elle lui dit de s'asseoir sur le perron pendant qu'elle terminait son travail. Quand elle revint, elle posa une assiette devant lui. Des haricots et du pain de maïs, rien de sophistiqué. Nicolas mangeait comme quelqu'un qui avait peur que la nourriture disparaisse s'il ralentissait. Quand il se rendit compte qu'elle le regardait, il s'excusa la bouche pleine. « Tu es malade » demanda-t-elle. Il secoua la tête, puis hésita. « Parfois. » Cette nuit-là, il dormit sur une couverture pliée près du poêle. Au matin, il était toujours là. Au 3e jour, il cessa de demander quand il devait partir. Marie-Thérèse ne lui dit jamais qu'il pouvait rester. Elle lui confia simplement de petites tâches. « Porte ceci. Tiens cela. Reste tranquille. » Les semaines passèrent. Puis les mois, Nicolas la suivait partout, apprenant le mas sans qu'on le lui enseigne. Il apprit quand ne pas poser de questions. Quand la nourriture manquait, Marie-Thérèse mangeait moins. Quand il tomba malade un hiver, la fièvre le brûlant, elle vendit des outils qu'elle utilisait depuis des années et marcha des kilomètres pour trouver des médicaments. Une nuit, tandis que la toux l'empêchait de dormir, Nicolas murmura « Quand je serai riche, je te rembourserai. » Marie-Thérèse sourit, fatiguée mais sincère. « Concentre-toi sur ta guérison, dit-elle. La vie perçoit ses dettes à son propre rythme. » Elle ne savait pas alors à quel point c'était vrai. Nicolas devint partie intégrante du mas sans cérémonie. Il apprit le rythme en observant. Quand Marie-Thérèse se levait, il se levait. Quand elle s'arrêtait, il attendait. Elle lui montra comment rincer le sable des haricots, comment tester la terre à l'odeur, comment distinguer la pluie du vent à la façon dont les oiseaux s'envolaient. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Cela lui plaisait. La nourriture restait rare. Marie-Thérèse étirait les repas par habitude, réduisant les portions sans l'annoncer. Nicolas le remarqua quand même. Il commença à faire semblant d'être rassasié, laissant du pain pour qu'elle le mange plus tard. Quand elle s'en rendit compte, elle le gronda une fois, puis laissa passer. La survie établissait ses propres règles. Des responsables scolaires vinrent après un an. Des questions, des formulaires, des regards en coin vers le garçon qui n'était pas le sien. Marie-Thérèse signa ce qu'elle put. Quand les repas de midi devinrent un problème, elle glissa des biscuits supplémentaires enveloppés dans un tissu. Les chaussures s'usaient plus vite qu'elle ne pouvait les remplacer. Elle cousait les semelles tard dans la nuit, les doigts raides, l'aiguille mord dans la peau. Elle ne sentait plus. Le mas vieillissait avec elle. Les saisons passèrent.
Nicolas grandit, les épaules s'élargirent. Sa voix changea de façon inégale. Il apprit quels piquets de clôture penchaient et lesquels pouvaient encore tenir. Il apprit où la terre s'inondait d'abord et où le maïs survivait le plus longtemps, la terre l'éleva autant qu'elle. Les gens parlaient à voix basse, à la boulangerie, à l'église du village. Certains la disaient gentille, d'autres la disaient naïve. Personne n'offrait d'aide. Marie-Thérèse apprit à lire le sens dans les silences, dans les sourires qui n'atteignaient pas les yeux. Elle continua à travailler. Quand Nicolas eut 15 ans, une berline noire descendit la route de campagne et s'arrêta devant le portail. Un homme en sortit, la posture raide, les cheveux grisonnants, mais le regard vif. Nicolas se figea. « C'est mon grand-père, dit-il. » La conversation resta sur le perron, avec des mots juridiques. Garde, année perdue, une vie que Nicolas était censé avoir. Marie-Thérèse écouta sans interrompre. Quand Nicolas la regarda, la peur évidente sur son visage, elle hocha la tête. « Vas-y, dit-elle. Ne gâche pas une chance qui t'est destinée. » Il la serra fort, les bras tremblants. « Je n'oublierai pas, dit-il. Je te le promets. » Elle glissa un billet plié dans sa main. Son nom, l'adresse du mas. « Au cas où, dit-elle. » Après son départ, le silence s'abattit lourdement. Marie-Thérèse travailla plus longtemps, le dos de plus en plus courbé. À la fin de sa soixantaine, des camions commencèrent à venir plus souvent. Des hommes aux bottes propres proposaient des chiffres qui semblaient généreux mais sonnaient faux. Elle refusa tout le monde. Les voisins vendirent. Les champs disparurent derrière des clôtures. Des panneaux apparurent. Des inspecteurs arrivèrent avec des dossiers, tapotant les planches, tournant autour de sa grange. Ils écrivaient des choses qu'elle ne comprenait pas et n'expliquaient rien. Des lettres suivirent, non conformes, dangereux, puis un avis du tribunal. En ville, on disait qu'elle aurait dû vendre plus tôt. Se battre semblait inutile. Marie-Thérèse continua pourtant à planter. La date d'expulsion était entourée en rouge sur son calendrier. Elle la fixa longtemps, puis ferma le carnet. Le convoi d'exécution arriva en fin de matinée, ni assez tôt pour paraître clément, ni assez tard pour laisser des excuses. 2 camions du département entrèrent d'abord, les pneus mâchant le bord de son champ. Un camion plateau suivit. Puis une camionnette blanche aux vitres teintées. Les moteurs restèrent en marche. La poussière flottait dans l'air et se posait sur les cultures comme une insulte silencieuse. Marie-Thérèse se tenait près du perron, les mains jointes devant elle, les yeux fixés sur les hommes qui descendaient. Elle reconnut l'un d'eux, l'inspecteur. Même dossier, même expression fermée. Il évita son regard et se mit à parler au policier à la place. Le policier déplia les papiers et les lut sans lever les yeux. Procédure, non-conformité, décision du tribunal, un langage conçu pour paraître définitif. Marie-Thérèse écouta. Elle n'interrompit pas. Quand il eut fini, elle hocha une fois la tête. Ils se mirent à agir rapidement après cela. Trop rapidement. Des chaises furent traînées dehors. Des cartons jetés. Une photo encadrée glissa d'une pile et se brisa contre la terre. Personne ne la ramassa. Quelqu'un rit une fois à voix basse, puis s'arrêta quand le policier lança un regard. Un petit groupe se rassembla près de la route. Des voisins qui avaient vendu des années plus tôt. Certains regardaient les bras croisés. D'autres fixaient le sol. Une femme murmura que c'était dommage. Une autre dit qu'on ne pouvait rien faire. Personne ne franchit la clôture. Quand ils sortirent le matelas, quelque chose céda dans le corps de Marie-Thérèse. Sa jambe fléchit. Elle chercha la poignée de la pompe et la manqua. Ses genoux heurtèrent le sol durement. L'air quitta sa poitrine et ne revint pas tout de suite. « Madame, dit le policier, la voix plus douce maintenant. Vous devez bouger. » Elle ne répondit pas, les mains pressées dans la terre, les doigts se crispant comme si elle pouvait retenir le terrain par la force. Les larmes arrivèrent sans prévenir. Fortes, incontrôlées. C'était ce qu'elle détestait le plus. L'inspecteur consulta sa montre. Puis le son traversa tout. Un grondement sourd et martelé. Le vent emporta les feuilles volantes dans les airs. Les têtes se tournèrent. Un hélicoptère descendit au-dessus du champ au loin, écrasant les cultures en se posant.
La poussière explosa vers l'extérieur. Elle recouvrit aussi bien les bottes que les uniformes. Les moteurs s'éteignirent. Le silence retomba brutalement. Un homme descendit. Début de la quarantaine. Chaussures propres, veste sombre, posture calme. Il balaya la scène lentement du regard, observant les camions, les affaires éparpillées, la femme à terre. Sa mâchoire se crispa. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. L'inspecteur se reprit le premier. « Affaire de la mairie » dit-il rapidement. « Infraction liée à la propriété. » Les yeux de l'homme se posèrent sur Marie-Thérèse Fournier. Il s'approcha et s'accroupit, gardant ses distances, sans la toucher. « Madame, dit-il doucement. Comment vous appelez-vous » Elle leva les yeux, confuse, le visage strié de terre et de larmes. « Marie-Thérèse Fournier. » L'homme inspira brusquement. Il ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé dans son expression. Il se redressa et se tourna vers les agents. « Arrêtez, dit-il. Tout de suite. »« Vous n'en avez pas l'autorité, » commença l'inspecteur. « Si, » répondit l'homme. Il sortit son téléphone. « Parce que mon entreprise possède le projet alentour, parce que ces rapports d'inspection sont falsifiés, et parce que ce terrain est protégé par des dépôts officiels que vous n'avez jamais vérifiés. » Il regarda de nouveau Marie-Thérèse. Sa voix s'abaissa. « C'est Nicolas. » Le nom ne fit pas sens tout de suite. Marie-Thérèse le fixa, clignant des yeux comme s'il ne fonctionnait plus. La poussière, le bruit, la douleur dans ses genoux. Nicolas était un souvenir, un garçon maigre sur un perron. Pas l'homme debout devant elle avec un hélicoptère qui refroidissait derrière lui. « Vous n'avez rien à dire » dit-il vite, lisant la confusion sur son visage. Il lui tendit la main. Elle hésita, puis la prit. Sa prise était ferme, plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Il l'aida à se relever et la guida jusqu'à la marche du perron avant de se retourner vers les autres. L'inspecteur tenta de parler encore. Les mots sortaient plus vite maintenant. Nicolas l'interrompit en levant un doigt. Pas de colère, juste quelque chose de définitif. Il passa un appel et mit le haut-parleur. « Envoyez les dossiers de conformité liés à la parcelle 17B, dit-il. Maintenant. » Des téléphones sortirent dans la cour. Le policier déplaça son poids, soudain incertain. En quelques minutes, des documents apparurent sur l'écran de Nicolas. Il défila en silence, la mâchoire serrée. Puis il tourna le téléphone pour que le policier voie. « Ces signatures sont copiées, » dit Nicolas. « Ces dates d'inspection se superposent à des jours où votre bureau était fermé. Ce dépôt judiciaire fait référence à un changement de zonage qui n'a jamais été adopté. » Le visage de l'inspecteur se vida de ses couleurs. « Il doit y avoir une erreur. »« Il y en a une, » répondit Nicolas. « Et elle est pénale. » Il passa un autre appel, puis encore un. Des noms furent cités qui firent se redresser le policier. Contrôle national, auditeurs indépendants, une demande d'injonction déposée en temps réel. L'ordre d'expulsion fut gelé avant que quiconque ne comprenne pleinement comment. Les voisins s'approchèrent. Les murmures devinrent plus forts. Quelqu'un demanda qui était cet homme. Quelqu'un d'autre dit que son entreprise venait de reprendre la moitié des contrats régionaux. Des téléphones se levèrent. Des photos furent prises. Nicolas se tourna vers Marie-Thérèse. « J'étais déjà dans la région, dit-il doucement. Mon cabinet examinait l'usage des terres pour le nouveau corridor. J'ai vu le numéro de parcelle. Il est resté. » Il marqua une pause. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ainsi. » Ses mains tremblaient. « Je n'ai pas vendu, » dit-elle comme si elle devait qu'il le sache d'abord. « Il voulait que je le fasse. Je ne l'ai pas fait. Je sais. Il dit que c'était pour cela qu'ils étaient venus de cette manière. » Le policier s'éclaircit la gorge. « Madame, nous suspendons immédiatement toute mesure d'exécution. » Nicolas regarda les camions s'éteindre. Les cartons furent remis là d'où ils avaient été pris. Un ouvrier ramassa le cadre photo fendu et le tendit à Marie-Thérèse sans croiser son regard. En fin d'après-midi, l'inspecteur était parti. Le convoi s'éloigna plus lentement qu'il n'était arrivé. La route redevint silencieuse, mais ce n'était plus le même silence.
Il avait maintenant un poids. Nicolas resta. Il parcourut la terre avec elle, lentement, écoutant plus qu'il ne parlait. Il demanda où le sol retenait l'eau, où le gel frappait d'abord. Il se souvenait de plus qu'il ne l'admettait. Quand le soleil descendit, il se tint près du perron, les mains dans les poches, regardant les champs. « Je vous avais promis quelque chose, dit-il enfin. Je ne savais pas comment, mais je n'ai jamais oublié. » Marie-Thérèse le regarda, vraiment cette fois, et hocha enfin la tête. Le règlement ne vint pas dans le bruit. Il vint de manière méthodique. Des auditeurs arrivèrent en quelques jours, pas en semaines. Ils parcoururent la même terre que les inspecteurs avaient traversée à la hâte, mais plus lentement. Caméra stable, questions précises, les pistes écrites se défirent, les dates ne concordèrent plus. Des paiements apparurent là où ils n'auraient jamais dû exister. À la fin du mois, des poursuites furent engagées. Des entreprises quittèrent la région discrètement. Puis, d'un seul coup, les actions chutèrent. Des dirigeants démissionnèrent. Les accords fonciers s'effondrèrent sous leur propre poids. Nicolas revint souvent. Il ne s'annonçait jamais. Il arrivait en vêtements de travail, les bottes poussiéreuses, les manches retroussées. De nouveaux équipements vinrent d'abord, puis l'irrigation. Puis des ouvriers furent embauchés dans la ville qui avait détourné le regard. Le mas ne devint pas ostentatoire. Il devint sûr, protégé, inscrit dans une préservation qu'aucun tribunal ne pourrait plus toucher. Les voisins passèrent. Certains s'excusèrent sans parole. D'autres apportèrent de la nourriture. Marie-Thérèse accepta ce qui lui semblait sincère et ignora le reste. Elle avançait plus lentement maintenant, mais son dos se sentait plus léger. La nuit, elle dormait sans écouter les camions. Il lui proposa une place chez lui. Elle refusa une fois, puis deux. À la troisième demande, elle accepta de rester à temps partiel. Il n'insista pas. Il s'adapta. Par un matin clair, Marie-Thérèse se tint au bord du champ, regardant la terre se retourner sous une charrue moderne. Elle pressa ses paumes l'une contre l'autre, sentant la vibration remonter le long de ses bras. Nicolas se tenait à ses côtés, silencieux. « Tu as tenu ta promesse, dit-elle. »« Je suis juste arrivé en retard, répondit-il. Elle secoua la tête. « Tu es venu quand cela comptait. » Nicolas mit en place une fiducie qui ne nécessitait aucune signature de sa part, aucun levier, aucune condition, seulement du soin. Il vérifiait lui-même les clôtures une fois par mois, parcourait les rangées, réapprenait les noms des plantes. Le garçon qu'elle avait nourri devint l'homme qui la protégeait. La terre resta à elle. La promesse resta intacte. Et pour la première fois depuis des années, Marie-Thérèse rentra avant la nuit, laissant la porte déverrouillée, faisant confiance au calme. Le mas respira à nouveau librement. Elle aussi. Enfin, sans peur. Enfin. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous de ceci. Une petite bonté peut survivre au temps, au pouvoir et à l'argent. Quelqu'un que vous aidez aujourd'hui porte peut-être votre nom pour la vie. Selon vous, une simple bonté peut-elle réellement traverser toute une vie pour revenir au moment exact où l'on en a le plus besoin ?